que pour vous dire que l'intelligence, ça se partage vraiment, dès que ça devient sérieux, voilà. Il s'appelle Jahangir Arasli, et il a fait une sorte d'image d'où sont tous ces groupes dangereux à partir de ce qui est accessible en source ouverte de tous les services de renseignement européens et russes, pour montrer à la fois le cheminement des mercenaires partis d'Europe, je crois que moi en tout cas je les appelle mercenaires, et d'autre part toute la filière tchétchène et l'énorme danger que représente la filière tchétchène évidemment dans le Caucase du Sud et bien sûr en Iran. Ceci sert d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant aussi, à un changement d'attitude de l'Azerbaïdjan qui a toujours quand même voulu se démarquer et de la Russie et de l'Iran et qui s'est rapproché de l'intelligence iranienne parce que c'était devenu vital de comprendre qui passait en utilisant leur territoire pour retourner dans des opérations djihadistes en Tchétchénie. Et c'est un simple article, hein, mais c'est un article qui montre que dès qu'on le veut, on a l'info. Donc on a l'info détaillée sur les groupes, on a même beaucoup d'infos sur les identités, et on connaît aussi leur non-représentativité, leur caractère, on va dire, pratiquement non professionnel pour les Européens, et encadré par des personnes, on ne peut pas dire qui soient des militaires, mais des paramilitaires d'un certain nombre de services de renseignement. On a entendu d'ailleurs une interview d'un d'entre eux au niveau de la RTB qui expliquait tout le mal qu'il pensait dans le fond des gens qu'il avait dû encadrer. Tellement ils étaient mauvais, nuls, incapables d'avoir une vision et surtout une absence totale de connaissance du pays. Donc purement criminel, c'est-à-dire tuer pour créer la peur, faire partir les gens, occuper une rue, occuper une deuxième rue, et puis c'est ignoble au sens propre du terme, et c'est connu. Alors, ceci étant, ce n'est pas une analyse qui doit nous faire penser que la situation actuelle du pouvoir en Syrie est bonne. Non, pas du tout. Donc, on est dans une démarche de connaissance au niveau des Européens qui ne se traduit pas par une position politique. Et en Belgique, nous avions suivi avec beaucoup de fierté la position française de M. Chirac et de M. de Villepin sur l'Irak. Et ici, je vais dire, un peu les diplomates et les gens qui suivent les matières internationales ont été tellement surpris de la position de M. Fabius. À ce stade, on est toujours dans cette position-là. Qu'est-ce qui le pousse? Puisque, si vous entrez dans le détail, on connaît M. Chevalier, le rôle qu'il a certainement continué à mener depuis les publications de ses entretiens dans les hôtels internationaux. Mais il y a plus que M. Chevalier, mais interroger M. Védrine, interroger toute une série de personnes qui sont des vrais experts de la politique étrangère française, ils vont vous dire, nous on est contre. Alors, où ça se passe? L'élément de décision. Et pour moi, un élément très important dans le soutien, c'est une sorte d'analyse israélienne qui est rarement formulée, mais qui est pour moi fondamentale. C'est plus ils se tuent entre eux, mieux ça va. Je résume. Et c'est ça qui est un des éléments qui permet, dans le fond, de considérer que, armés des mercenaires, même incompétents, même reconnus comme incapables de tenir un terrain, non motivés par le pays dans lequel ils travaillent, même ça, on continue. Donc ce qu'il faut obtenir, c'est évidemment l'arrêt des filières d'armement. Et l'arrêt des filières d'armement devrait venir en soutien de l'initiative russe. Alors, l'autre élément que les Européens ont perçu, ça clairement, pas besoin de dire qu'ils ont perçu leur division, ils connaissent leur division à fond. Donc, on est maintenant à 28, c'est encore un tout petit peu plus divisé, hein, dans la mesure où le dernier, sur la question, n'a pas des positions très, très arrêtées sur la Syrie. Mais la Lituanie, par exemple, puisqu'on est dans ce cadre pour le moment, la Lituanie, c'est simple, nous l'avons vu sur Guantanamo. Les Américains demandent quelque chose, la Lituanie dit oui. Voilà, je résume, et c'est comme ça. Et donc,
prendre des prisonniers de Guantanamo, si les Américains le demandent, c'est oui. Et ils font une politique de cette nature-là, un peu plus subtile en Pologne, mais quand même de même nature, c'est-à-dire, nous devons tellement aux États-Unis pour notre liberté que nous allons chaque fois les aider par des positions diplomatiques de support. Dans ce cadre-là, finalement, Mme Ashton se trouve devant une Europe dont une grande partie reste évidemment pro-américaine, la Belgique aussi d'ailleurs, mais ce soutien à la France, à la position française, a été amoindri par le débat britannique. Tout d'un coup, on n'est plus dans la même Europe, là. Si les Anglais commencent à dire non, que fait Mme Ashton, qui en plus est travailliste? Eh bien, donc fatalement, elle ne fait pas grand-chose. Donc elle ne va pas aller au-delà d'une expression qui est, je dirais, la moins structurée qui soit aujourd'hui de la part des Européens, mais elle n'ira pas non plus vers une opposition américaine. Et donc on en revient toujours à la même chose. Ce qui décide finalement des options européennes, c'est la position américaine. Et c'est donc là qu'il faut travailler. Vous me direz que votre conviction est certainement aussi qu'il faut se rendre compte que la position russe, elle, a été majeure. Et c'est la première fois depuis très longtemps, dans un débat diplomatique de cette nature, que la Russie est un acteur non superficiel ou je dirais, capable d'aller au cœur de la question. L'armée russe a bougé pour la première fois le 8 août 2008, hein, ça doit rester une date, sur la Géorgie. Et les Européens, qui sortaient d'un sommet de l'OTAN qui avait été un peu hypocrite à l'égard de la Géorgie, ont tout de suite compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que M. Poutine avait décidé qu'il allait, dans le Caucase, reprendre la partie qu'il intéressait. Je reviens là de Pologne, où nous avions le forum économique polonais, et tout le débat est obnubilé par que va faire M. Poutine avec sa formulation de l'union douanière et de l'union eurasienne. Bien sûr, il va continuer et sans doute réussir. C'est difficile, l'Ukraine hésite beaucoup, mais c'est comme ça. La Russie est aujourd'hui, dans l'affaire syrienne, le partenaire majeur et le vrai changement stratégique qui s'est produit, c'est celui. Mais il y a, et notre expérience à M. Mada et à moi sur Guantanamo, deux choses assez séparées, il faut bien dire, sur le fond, mais quand même réelles en matière de droits de l'homme, ça a été que, dans le fond, on a pensé qu'Obama allait fermer cette prison. Et on a découvert, on découvre encore maintenant, qu'à part une petite tentative orale, il n'y a jamais eu vraiment, il a très vite perdu le pouvoir au Congrès, et donc il n'en a pas fait un sujet de bataille depuis maintenant des années. Donc peut-être, grâce aux grèves de la faim, ça va rechanger. Et il va réessayer d'appliquer une fermeture et de la réussir, on le souhaite. Mais ce caractère hésitant dans la décision, malgré une affirmation orale, est tout à fait nouveau dans la politique américaine depuis des années. Ce n'était pas le cas de Clinton et ce n'était évidemment pas le cas, on va le dire négativement, de Bush. Donc ici, les Européens se trouvent en plus devant une sorte de parrain habituel qui hésite. Et je ne sais pas si vous avez entendu ce passage à la radio, mais il faut l'écouter. C'est le pire, c'est le moment où il dit « Oui, j'ai demandé à Michel, sa femme, et elle est contre. » Mais quand vous êtes chef des États-Unis, et ça se diffuse dans le monde entier, que vous avez demandé à votre femme, hein, je suis féministe, hein, et qu'elle a dit qu'elle était contre, vous vous dites, mais là, il y a un indice de quelque chose qui est une sorte de volonté de se mettre à l'abri derrière une opinion publique et de forcer les républicain. Dans le fond, le débat sur la Syrie, pour lui, a été essentiellement une façon d'essayer d'affaiblir les républicains. Ce qu'on comprend en politique intérieure, c'est clair, mais ce qui est par rapport à l'enjeu de vie, de mort des Syriens tous les jours, qui est inacceptable.
Et c'est ça qui fait aujourd'hui que cette opération militaire, je ne dis pas qu'elle est arrêtée, mais pour la première fois, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que la US Navy, une fois qu'elle démarre, ben, quelque part, il y a bien dû y avoir un câble qui leur a dit d'arrêter. Et en tout cas, de mettre la pédale douce, c'est clair. Ça, c'est la première fois que la Russie obtient ça. Deuxième aspect, la Russie a en main des cartes beaucoup plus fines qu'on pourrait le penser. Parce qu'elle a la carte iranienne. Et la carte iranienne, parce qu'il faut dire les sanctions, l'homme qui s'occupait de Guantanamo au State Department est devenu l'homme qui s'occupe des sanctions contre l'Iran. C'est un Américain convaincu, bon, d'accord. Je le suis souvent, on travaille ensemble souvent. Les sanctions fonctionnent. Donc l'Iran est dans une position à la fois forte parce que son allié est fort, mais cette position n'est forte que parce que l'allié est fort. Et donc dans ce cas, c'est l'allié qui a la carte. Et ça, c'est l'élément qui peut-être va permettre à tout le monde de s'en sortir très bien. Donc, si je devais déterminer, après ce qui vient de se passer maintenant, et qui est fondamental, la redécouverte de la subtilité russe en matière de diplomatie, ça, pour l'Europe, c'est quelque chose. Et qu'est-ce qui devrait venir maintenant? Bien sûr, le volet armes chimiques, c'est absolument clair, mais aussi peut-être une formulation sur le dossier iranien qui permette à tout le monde de penser que cette zone va être calme. Alors, le seul que ça n'arrangera pas, sans doute, ce seront les Israéliens, mais Obama n'est pas un homme je pense, n'est pas un homme constamment lié à leurs intérêts. Il en tient compte, il les connaît, mais ces hésitations sont des hésitations typiquement pour des raisons américaines. Et donc, on verra si ça bouge. Et si l'Iran, et c'est un des pays avec une intelligence la plus, on dira, élaborée aujourd'hui, si l'Iran comprend ça, il y a vraiment une possibilité d'arriver à la paix. Et ce qui veut dire qu'il doit aussi être associé à tout ce qui se fera pour Genève 2, bien entendu, et qu'on devra essayer de mener cette deuxième phase. Dans cette phase, Genève 2, je pense que vous devriez peut-être réfléchir à parler à Brahimi, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui à Genève et demain. Donc, essayons de parler à Brahimi de ce que vous représentez et de l'amener à prendre ça en compte de manière importante. Donc, j'ai entendu M. Issa, et je l'entends souvent, l'impossibilité d'un régime qui soit un régime uniquement sunnite et fatalement à vocation, on va dire, djihadiste. C'est logique. Mais si on arrive à ça, avoir un État qui comprenne que les Kurdes n'accepteront jamais cette influence de la Turquie d'une part, et d'autre part, cette domination des sunnites, à peine de vivre ce qu'on vient de vivre en Égypte. C'est vraiment ça qui est important. Je pense que le rôle des Kurdes dans l'explication en Europe est aussi extrêmement important et que vous le faites vraiment très très bien. Alors, moi, ce que je suis en train de préparer maintenant, c'est une mission en Syrie pour les femmes. Et je vous explique pourquoi. Monsieur Brahimi avait déjà en charge la conférence internationale sur l'Afghanistan en décembre, 5-6 décembre 2001. Et donc, on a créé donc, des délégations de chaque fraction qui avaient été acceptées. Évidemment, les États-Unis avaient déjà imposé M. Karzai comme négociateur final qui allait devenir le président de l'Afghanistan. Et toutes ces délégations, l'ONU avait exigé que dans chaque délégation de tribus afghanes, il y ait au moins une femme. Et ça avait été une résolution qu'on avait mis beaucoup de temps à obtenir, enfin bon, on l'avait. Et Brahimi essayait, enfin, la réunion de Bonn se tenait, et aucune des femmes ne recevait la parole de la part de sa tribu. Elle était là, bon, c'est bon, c'était fait, quoi, l'ONU, la résolution, c'était fait. Et comme il voulait les faire parler,
parce que c'était la première fois qu'on entendait clairement ce qui était inacceptable chez les talibans, eh bien, il a fallu qu'on crée une délégation de femmes européennes. Il m'a donné la parole avec Karin Juncker, qui est la femme qui présidait à l'époque les femmes du SPD. On a donc donné la vision des femmes européennes sur ce que pouvaient être les droits des femmes en Afghanistan, le texte de la Constitution, etc., qui était aussi d'ailleurs une volonté de l'ONU. Et tout d'un coup, ces femmes des délégations commençaient à parler, à dire la vérité sur ce qui s'était passé. Et c'était abominable, mais c'était le meilleur moment de cette conférence de Bonn, où on a eu vraiment le sentiment que là, il y allait avoir une liberté de parole. Et donc, je pense que c'est toujours M. Brahimi, bon, il a 10 ans de plus, mais ça n'empêche, au niveau subtilité du monde arabe, il est le meilleur diplomate. Il sait qu'il faut aussi le faire. Parce que les femmes kurdes peuvent être l'argument décisif pour empêcher un pouvoir absolu des sunnites qui essaieront de faire taire les leurs. Mais même du côté sunnite, on n'acceptera pas qu'ils fassent taire les leurs. D'où l'importance d'avoir des femmes sunnites qui soient aussi impliquées dans le processus. Donc ça, c'est le volet qu'on est en train de préparer, tant bien que mal, je dois dire, parce qu'on a eu très peur des frappes. Et donc, on a le soutien pour ça de la haut-commissaire aux droits de l'homme à Genève, et donc on va essayer de faire cela, je dirais, le plus tôt possible, raisonnablement. Voilà. Donc, je vous souhaite de bons travaux, parce que c'est trop facile. Quand on a des amis déclarés, c'est très facile de rester du côté des amis déclarés. Dans le cas qui vous préoccupe, qui est celui de la Syrie, il faut aussi, pour vous, c'est un message que je voudrais vous dire, regarder les ennemis déclarés, hein, si par exemple pour vous c'est les Américains, et se dire, bon, ils sont quand même importants dans le paysage. Donc il vaut la peine d'y consacrer du temps et de leur consacrer un temps de conviction répété pour arriver à ce que finalement la solution qui sorte de tout cela soit une vraie solution de paix. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais traduire. Merci. هذا الجمع يؤكد على أن مسيرة الحل السلمي مهمة جدا في سوريا، وهذه هي قناعتي العميقة. وقناعتي الأخرى بأن بلجيكا لم تقم بواجبها كما يجب. حتى الإعلام لم يقم بذلك. نحن نهتم أكثر بالجهاد البلجيكي الذي يتوجه إلى سوريا، ونأخذ حديثا من أن نتوجه إلى الديمقراطي السوري. من الضروري أن نخرج من ردود الفعل كما قال مناع، ومن الضروري أيضا أن يكون هناك توازن قوى وأشخاص قادرين على الدفع باتجاه سوريا ديمقراطية علمانية. في المركز الذي أعمل فيه في باريس قمنا بمهمة في سوريا لفتح الأعين على الملتحين الجهاديين. قبلها قمنا بالأمر نفسه في تونس وليبيا. كانت النتائج أكبر مؤشر على انحطاط في السياسة الفرنسية وتبعية الخارجية، بل والرئيس ساركوزي في مرحلة ما لشخص اسمه برنار هانلي ليفي أكثر منه لدراسات جدية ولمواقف تعتمد على وثائق وعلى توثيق ومعرفة بالوضع الداخلي. من حسن الحظ أن الرأي العام الفرنسي يختلف عن موقف حكومته. لديهم معلومات أساسية حول المخابرات وعند المخابرات حول الجماعات الخطيرة في سوريا، والمصادر موجودة. هذه المعلومات ليست فقط عند المخابرات الروسية والأوروبية، بل أصبحت معطى عام تتقاسمه المخابرات في الدول المختلفة في العالم، مع شرح أحيانا لدور الشبكة الشاشانية كما في تقرير أحمله معي في الحملات الجهادية. عندما نريد لدينا المعلومات التفصيلية ونعرف كم يمثلون، ولكن أحيانا لا نريد أن نتحدث في ذلك وأن نغمض العين عنه. الأسلوب غير المهني للأوروبيين والعناصر المكلفة بالملف السوري حول قضية العنف في سوريا
إلى قضية قتل هنا واحتلال لقرية أو حارة للحديث عن تغيير في موازين القوى وانتصارات. لا يوجد استراتيجية ولا تصور، وإنما مواجهات تعزز العنف المدمر. الكل يتفاجأ من السيد فابوس ما هو دور شوفالييه، بل أيضا أشخاص آخرين. أين الخبراء الفرنسيين؟ أين مصدر القرار؟ يخرج بقناعتنا أخيرا أن التحليل الإسرائيلي هو التحليل المسيطر على السياسة الفرنسية، وأن هذا التحليل الإسرائيلي قائم على استمرار النزيف واستمرار الحرب لأنه في مصلحة إسرائيل. وهذه مشكلة كبيرة أن تقف فرنسا هذا الموقف. كيف يمكن وقف شبكات التسلح؟ هنا يأتي دور المبادرة الروسية. للأسف نحن في أوروبا ومع دخول ليتوانيا كدولة رقم 28 أصبحت مشاكلنا أكبر. فليتوانيا مثلا، وكما رأينا في تجربتي المشتركة مع هيثم مناع في قضية غوانتنامو، عندما طلب منها الأمريكان أن تدخل أو تحتوي أشخاص من سجن غوانتنامو فورا وافقت. عندما يطلب منها الأمريكان أي شيء توافق. هنا تنفيذ القرار الأمريكي أهم من السيادة ومن القرار الليتواني، لذا يفعلون ما يملى عليهم. وهناك العديد من الدول الأوروبية بشكل أو بآخر وبحد أو بآخر تسير على هذا النهج. النقاش البريطاني خلق اضطراب فرنسي وأوروبي، فأين يمكن أن تقف أشتون بين موقف غرفة العموم البريطانية وفابس؟ لذا علينا العمل رغم كل شيء على الاتحاد الأوروبي. ومن حسن الحظ أن الموقف الروسي غير سطحي ويذهب لقلب الموضوع. في عام 2002 الروس تحركوا في جورجيا، بوتين ذهب للقوقاز لأخذ المكان الذي يريد واستمر ونجح. التغيير الأساسي هو الدور الروسي اليوم في المنطقة. ظننا أن أوباما سيغلق غوانتنامو والمحاكم العسكرية. قلنا ربما سيتغير الموقف بعد إضراب الطعام، لكن تعلمنا شيء من هذا الموقف، هو أن التردد في الموقف هو الجديد في السياسة الأمريكية في عهد أوباما. عندما يقول أوباما لإحدى الإذاعات: نعم طلبت لميشيل رأيها وهي ضد، هو يقول بأنني أريد أن أختبئ وراء أي شيء، وراء ميشيل كما وراء الكونغرس، أي أنني غير قادر على أن أتحمل مسؤولية قرارات كبيرة. لأول مرة، وهذا حدث هام، تحركت البحرية العسكرية الأمريكية نحو سوريا، ونجحت روسيا في إيقاف تحركها اليوم. هذه مسألة مهمة جدا وعلينا أن نأخذها بعين الاعتبار، خاصة وأن روسيا تملك أيضا ورقة أخرى هي الورقة الإيرانية، والحليف لديه هذه الورقة وليس منقاطع، وفرض العقوبات على إيران. من هنا على أوباما أن يأخذ بعين الاعتبار أن أي حل يجب أن يمر عبر كل الأطراف المؤثرة في المنطقة، وإذا تم فهم ذلك يمكن أن نذهب إلى جنيف بنجاح. لكن أنصحكم بأن تتحدثوا أكثر ودائما إلى الإبراهيمي، لأن الإبراهيمي خبرة كبيرة، وقد عملنا معه في أفغانستان وفي تفعيل دور المرأة في أفغانستان، ونجحنا في ذلك عبر وفد نسائي أوروبي، لأن القرار الاسمي بوضع امرأة في كل لجنة لقبيلة أو إدارة محلية أو برلمان لم يكن يعني شيئا. كانت النساء تجلس ولا تتكلم، وكان لدور الوسطاء والسيد الإبراهيمي بشكل خاص دورا هاما. صحيح أنه اليوم أكبر ب10 سنوات، لكن هذا لا يغير في الأمر شيئا، فقد ازدادت خبرته وعلينا أن نستفيد من ذلك. نحن سنتوجه إلى سوريا من أجل وضع المرأة في سوريا في مهمة
نسائية. على فكرة سيشارك في هذه المهمة زوجة شقيق كيري، ما قالت هذا الشيء لكن بخبركم. زوجة شقيق وزير الخارجية كيري. نتمنى أن يكون هناك للمرأة دورا هاما، وهنا أتوجه للمرأة الكردية في سوريا بالقول بأن دورها سيكون مهما جدا، خاصة في مواجهة الأطروحات الطائفية السنية وغيرها والأطروحات المتطرفة بموقفها التحرري والعلماني. وأظن بأن كل النساء في سوريا سيكونوا، النساء الديمقراطيات في سوريا سيكونوا صوتا قويا في وجه المخاطر الجهادية والمتطرفة في سوريا. شكرا. Will not speak as a Britannic citizen. I think the most important in his life is 2 or 3 words: pacifist, left, and green. And this is very important for us in our struggle. Sheila will speak about the Britannic position in the conflict. إذا بدنا نتحدث عن شيلا موصلي فهي مدربة سلمية مع السلام ويسارية وخضراء، وبهذا المعنى فهي تلتقي معنا في الأساسيات. ستتحدث لنا عن الموقف البريطاني من مسألة الضربة السورية وأشكالها. Hello, this is Marie. I bring greetings from one of the left-wing groups in England. We have a new party forming called Left Unity, and the people that I have a contact with in Leicester send their regards and best wishes for this conference. I'm part of an organisation called Support Kurds in Syria with Khalaf Dawood, who some of you know. He sends his best wishes as well. He's not able to come here. I just want to say quickly, look after your Kurds. People from the international community have been trying to split the Kurds up by siding with one side against another, and it's very, very destructive. So look after your Kurds, help them stay together. They have some of the answers that you need, maybe. On the British government side, what the British government is doing, we've had a parliament vote that people should not be bombed in Syria because of the chemical weapons, but what the British government is now doing is saying, look at these people who are refugees, which is kind of saying, you should have gone in with the bombs because you're making this problem bigger. But the British government is known for diplomacy, and it could use that diplomacy in a very, very positive way if it took up active and respectful listening instead of trying to tell the world what to think. The last thing that I want to come to is a statement that's made by Quakers. Quakers are a group of people, some are Christians, some are Buddhists, some Hindu, some like me are pagan. And Quakers have made a very strong statement because we are all pacifist about what's going on, and I thought it might be helpful to bring that today. It says, Quakers in Britain are appalled by the suffering and loss of life on all sides in Syria. We understand and share the wish of the international community to take some form of action to reduce the bloodshed, but we strongly urge those who are tempted to respond militarily to think again. Airstrikes will kill people just as surely as chemical attacks. All weapons must seem equally abhorrent if it's your family that's being killed. Punishment for use of specific kinds of weapon is no justification for further acts of war or for supplying yet more weapons. New participants in a war will breed new hatreds. Experience of other conflicts shows that supposedly simple or surgical military interventions usually become messy and hard to end. We are convinced that even when some kind of victory is claimed, the deep harm done by violence always outweighs the supposed benefits. We beg those in power to work with diligence through the United Nations and all diplomatic channels to bring peace nearer. We challenge them to use their resources and imaginations creatively. Please do not fall into the old trap of thinking that taking any action
is bound to be better than doing nothing. We will pray for peace in the region and continue to voice our deep opposition to war. And I would just personally like to say to Haytham, thank you so much for everything you are doing to try and bring that about. Thank you. Maintenant, nous allons discuter un petit peu l'initiative russe et les voies de l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans quelle direction la situation en Syrie va? Et comment on peut être actif et efficace? Pour donner un exemple de cette efficacité, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a 10 jours, j'ai pris contact avec M. Bogdanov. 2 jours avant, j'ai rencontré Gatilov. Et on a discuté qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que à La Haye, la situation était très mauvaise. Je devais voir M. Robert Ford et la délégation russe. Les Américains ont adjourné, ils n'ont pas annulé, ils ont dit adjourné la réunion. Alors il y avait une réunion avec les Russes uniquement. Nous et le parti d'Union démocratique. On a discuté qu'est-ce qu'on peut faire. Et on a discuté au bureau exécutif à Damas. J'étais au Skype avec Salah Muslim et 23 membres de bureau sont à Damas. 23 à Damas, mais il y a 2 qui sont en prison. Et 21 qui étaient dans la réunion. Et on a discuté la possibilité de prendre l'initiative, de parler de comment mettre fin aux armes chimiques en Syrie et dans la région. Comment on peut finir avec cette histoire, cette mythe qui s'appelle armes de destruction massive utilisées à tort et à travers chaque fois qu'on veut intervenir dans la région. Et on a dit le mieux, c'est que la Russie prend une initiative et intervient directement pour qu'il soit sous son ordre le contrôle de tout ce qui est interdit en Syrie, dans le territoire sous contrôle de l'armée syrienne. Numéro 1. 2. Que la Syrie signe la convention concernant les armes chimiques. Et 3. La Russie et les États-Unis appellent immédiatement à la tenue de Genève 2. On a approuvé ça à une majorité écrasante et on a pris contact immédiatement avec l'ambassade de la Russie, de la Fédération russe, à Beyrouth. On a discuté l'initiative et à notre surprise, il a dit déjà, vous avez eu des rencontres informelles sur le sujet, mais maintenant on peut aller plus loin parce que les échos des premières discussions sont très positifs aux affaires étrangères à Moscou. Et 3 jours après avoir présenté le texte en arabe et en russe, M. Lavrov a annoncé l'initiative russe. Ça signifie qu'on peut prendre et qu'on peut faire avancer des idées et qu'on peut donner des idées aussi, même des pays grands puissants, à un moment difficile de notre histoire et de notre conflit en Syrie. Et hier, j'étais à une émission de télé avec l'ambassadeur russe à Beyrouth qui a raconté aussi une partie de cette histoire. Je crois que les défenseurs de la paix et d'une solution politique en Syrie ne sont pas faits.
Ils sont capables de jouer un grand rôle. Et surtout, quand ils essayent de travailler en réseau, quand ils essayent vraiment de fonctionner et de travailler ensemble. On a vu dans notre conférence à Genève pour une Syrie démocratique et un État civil comment plus de 60 partis politiques européens sont venus nous soutenir dans notre démarche, et on peut toujours mobiliser et gagner des voix parce qu'on croit que l'opinion publique en Europe n'est pas en faveur de la guerre et n'est pas en faveur de la militarisation et de la continuation de conflits sanglants en Syrie. Pour cela, c'est notre devoir de se mobiliser et de prendre contact avec tous ceux qui défendent une solution politique en Syrie pour répondre à l'attitude catastrophique de la France, de Londres et de Washington, qui soutient actuellement, comme m'a dit texto M. Robert Ford, c'est dans notre intérêt national que la guerre d'usure en Syrie continue. Voilà, c'est ça l'intérêt national des États-Unis vu par le département d'État. Et dans une situation pareille, nous devons dire qu'on ne peut pas admettre que l'intérêt national d'un pays dans cette version peut être la destruction, pas seulement de la région, de la Syrie même, mais de la région entière. On va ouvrir le débat. Vous pouvez poser des questions à tous ceux qui ont participé et qui ont fait des interventions. Et vous pouvez aussi proposer des idées. Nous avons jusqu'à maintenant à peu près 200 NGO et partis politiques qui font partie de la coalition. Et nous allons travailler pour avoir une très grande coalition partout. On va visiter l'Afrique et l'Amérique latine et aussi l'Inde pour avoir plus de soutien partout. Parce que ce n'est pas une action temporaire qui se limite à frapper ou n'est pas frappé par des missiles Tomahawk. C'est une question existentielle pour le peuple syrien de trouver une issue politique qui peut mettre fin à ce conflit. باختصار بالنسبة حاولنا نقول بأنه نحن موقفنا كان في هيئة التنسيق ضد أي هجمة، ولذلك اتصلنا بنائبي وزير الخارجية الروسية، ثم اجتمع المكتب التنفيذي وقرر أخذ مبادرة، وأن تكون المبادرة من الطرف الروسي، خاصة بما يتعلق بمسألة وقف الضربة العسكرية على سوريا والسلاح الكيميائي في سوريا بشكل عام. فلذلك تقدمنا بمبادرة للسفير الروسي في بيروت، تمت مناقشتها في الخارجية، وقالوا لنا بأنهم كانوا يناقشون فكرة قريبة منها، وأن بالإمكان أن ننسق معا من أجل إطلاق هذه المبادرة، وتم إطلاق المبادرة من الخارجية الروسية، وكان لذلك دور كبير في خلق حالة فرملة لكل الذين يريدون الحرب بكل ثمن. في مسألة أساسية بالتأكيد هي مسألة الدور الخاص بالمدافعين عن السلام والديمقراطية في العالم. هذا الدور ممكن جدا، الرأي العام معنا، قوتنا كبيرة، وبالإمكان أن تكون هذه القوة أيضا أكبر إذا نجحنا في التشبيك والتوحد، وألا نكتفي بردود الفعل، ووضعنا استراتيجية عمل مشتركة لكل المنظمات المدنية والسياسية داخل وخارج المنطقة العربية من أجل دعم الحل السياسي في سوريا ودعم التيار والقوى الديمقراطية المدنية الواسعة في سوريا.
نحن نعتقد بأن هذا ممكن، سنناضل بكل الوسائل من أجله، سنتوجه إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا من أجل توسيع تحالف يضم حتى الآن قرابة 200 حزب ومنظمة غير حكومية ومؤسسة أهلية، وسنسعى لأن نعمل فعلا لأن نكون قوة حقيقية قادرة على الفعل والتأثير في من يؤثر علينا ومن يريد لنا الشر. السيد روبرت فورد قال بأن حرب الاستنزاف في سوريا من مصلحتنا القومية. نحن نقول له بأن هذه القراءة للمصلحة القومية الأمريكية كارثية، لأنها تعني تمزيق بلدنا، وسنحاول بكل الوسائل مواجهة هذه القراءة ومواجهة كل من يريد استمرار النزيف والدمار في سوريا. نفتح الآن النقاش كل إنسان يمكن أن يسأل بالعربي أو الإنجليزي أو الفرنسي. On peut poser les questions en arabe, en français et en anglais. في حدا مشان أسئلة؟ Oui. Non, ça va? Non, non, non. On n'a pas fini. Il y a une question là? Well, I'm sorry, I cannot speak Arab and I cannot speak French, so I will try it in English. And I try to make it short because my English is not that good. I'm Christiane Reimann, and I'm here from Germany. My party, Die Linke, sent me to this conference because the solidarity with a peaceful opposition in Syria is a very important part of our own policy. And well, I just want to tell you, as I see, we have nearly the same analysis of the development as you all contributed here. So I will not talk about the analysis. I will just tell you what we are doing in Germany, what our political actions of solidarity are. Because we think at the moment it's not decided yet if the actual international situation is only a break or if it's already a turning point to a peaceful solution in Syria. We are not sure about that. So we think it's very necessary to put much, much pressure on the external forces who are the main actors in Syria of war, destruction, and bloodshed. And one of our main actions is to put pressure on our government concerning the sanctions. Because now the sanctions are hurting the Syrian people. They are not, we say there have to be sanctions on weapons, but not on medicine. The next thing is that we are demanding that the Patriot records that are stationed on the Syrian-Turkish border have to be brought home because they are dangerous. Then the third thing is that we demand more help for the Syrian people. Of course, humanitarian help, humanitarian support without political conditions. Because at the moment the humanitarian help is given to the so-called free zones, but it has to, to be given to all Syrian people. And very actually, we demand that the knowledge of Germans by destroying chemical weapons is offered, that we can help to destroy the chemical weapons. We had very many from First World War. We are specialists in destroying them. We are demanding that our government stops its activities in the so-called Friends of Syria, and stops its activities in
initiatives like the day after, which are done by the German government. They are already they are making plans who will exploit the resources of Syria after the war. That's what they are doing in this the day after. And there's a special working group of Germany together with the United Arab Emirates doing these plans. Then we are demanding that our government and the public in Germany is getting more politically realistic. At the moment, the National Coalition is recognized as the only representative of the Syrian people. And we are demanding that the third power is recognized. The third power is here. That's the democratic opposition. There's not only a kind of military opposition, but there's a democratic opposition. It has to be realized and it has to be respected by our government. And finally, we think we need still international pressure that the next Geneva conference will take place. We're not sure yet that it will take place. We need pressure for that. And we need pressure for a sustainable peace in Syria, and that means that not only the chemical weapons of Syria has to be destroyed, but there has to be a demilitarized zone, and the chemical and atom weapons, for instance, of Israel have to be destroyed too, if that's a sustainable way of peace. And sorry for my poor English, and maybe you understood it anyhow. Thank you very much. Bassam Aloni, United Press International, London, and I promise my question will be short. سؤالي للدكتور هيثم مناع، إلى أين تتجه سوريا بعد المبادرة الروسية؟ المبادرة الروسية نقلتنا من الاحتمال الوحيد بأكثر من 90% اللي اسمه الضربة العسكرية إلى احتمالات. يعني الآن نحن أمامنا عدة احتمالات. وأظن بأن علينا ومن واجبنا التعبئة في هذا الوقت بالذات من أجل إنجاح الاحتمالات غير العسكرية. وهذا شيء ممكن، خاصة وأن الرأي العام أصبح أكثر رفضاً للضربة العسكرية، الأمر الذي يعزز فرص الحل السياسي. إذا استثمرنا هذه الفرصة وتمكنا من دعم الحل السياسي، أظن بأننا نكون أهل لفرصة، حقيقة فرصة هامة منحتها المبادرة الروسية للقوى المدافعة عن الحل السياسي ولوقف العنف في سوريا. La question de notre ami était, après l'initiative russe, où va-t-on? J'ai répondu que avant l'initiative russe, à plus de 95%, on avait un choix qui s'appelle la frappe militaire. Maintenant, on peut parler de plusieurs scénarios. Et c'est une chance pour nous de militer activement, de tout faire pour renforcer la solution politique et renforcer tout ce qui est contre une intervention militaire, car l'opinion publique était dans sa majorité en notre faveur, mais maintenant, il est plus que jamais décidé à refuser une telle frappe. Alors nous devons profiter de ce vide qui existe, parce qu'on a vraiment on a mis de côté la solution politique à Genève 2 pour un moment et se mobiliser pour une solution politique active, réaliste et capable de vivre et d'être efficace pour mettre fin à la violence en Syrie.
je me lève pour m'adresser à la salle. رح أحكي بالعربي وبالفرنسي. شكرا. وقفت مشان أقدر إنه يجي كلامي للجميع. هلا نحن بهاللحظة كثير عنا شعور إنه الفترة مناسبة للعمل، لأنه هل لما بدنا نضرب سوريا؟ لا ما ضربنا سوريا، أعطانا مثل ما قال الدكتور هيثم فترة ما كانت متوقعة. هذه مفاصل هي مثل فرصة، من المهم جدا إنه نتمسك فيها. Je disais qu'à l'heure actuelle, nous vivons un tournant qui nous permet, qui est plutôt une occasion que nous devons saisir pour qu'on puisse agir autrement, parce qu'avant il y avait une influence, il y avait une telle fougue, on n'arrivait à rien faire. Bon, maintenant, la frappe, on ne frappe pas, etc., nous donne une opportunité et on va s'en saisir. Alors, madame, quand elle a fait la liste de ses demandes, c'est une liste mais entièrement intéressante. Your list is totally interesting. And thank you for what you do for my country. But I have sworn English, so excuse me. Je pense qu'il nous a manqué pendant toute cette période quelque chose qui s'appelle la troisième voie. Et maintenant, étant réunis ici, nous n'avons pas tous entièrement les mêmes convictions, mais nous sommes tous pour un changement pacifique. Donc maintenant, il est important qu'en sortant de cette réunion et de cette date, qu'on agisse en concert et de façon coordonnée. هلا نحن بالنسبه لبلدنا نحن بنمثل نوع من شيء اسمه تيار ثالث، يمكن ما كلياتنا عندنا نفس الافكار بالكامل ولا نفس المعتقدات بالكامل، لكن كلياتنا مع التغيير السلمي. يعني nous sommes tous contre l'armement، نحن كلنا ضد السلاح. Nous sommes tous pour une solution pacifique. نحن هلا مطلوب نعطي الشجاعه لاولاد بلدنا انه هن يعبروا عن حالهم اذا كانوا تيار ثالث، وبلدنا بغالبيتها تيار ثالث. Nous devons maintenant donner la confiance à nos compatriotes qui sont dans le pays pour qu'ils déclarent leur appartenance à une troisième voie. Parce que eux, par défaut, ils ne savent pas à quel sens se vouer, ils sont entre l'enclume et le marteau. أهل بلدنا بين متر أو السندان، ما عندهم خيار إلا أو الموالاة أو المعارضة. حتى تجاه العالم كله، نحن كمعارضة سلمية ما كنا قوايا كفاية ولا منظمين كفاية تنعمل مصداقية ننتزع من الائتلاف رابطه بالحرب ونتبنى نحن المعارضة السورية. Nous avons le devoir maintenant de nous saisir et de nous donner la légitimité d'être l'opposition syrienne. Il y a une opposition en Syrie. Nous sommes l'opposition syrienne qui est pacifique. Et alors là, on peut être vraiment ingénieux parce que nous sommes pour le monde entier. Ce qui se passe dans la fabrique des égorgeurs en Syrie n'est pas beau pour le monde entier. Nous devons maintenant dire qu'il y a une opposition légitime, civilisée, pour un pays qui est un creuset de toutes les civilisations et de toute l'histoire de l'humanité, qui est le cœur du vieux monde. Nous devons maintenant faire la promotion de la Syrie, de la civilisation syrienne et la dépromotion de l'armement. Parce que la Syrie est devenue une usine d'égorgeurs. C'est dangereux ce qui se passe en Syrie pour l'Europe. يعني نحن اليوم علينا واجب نعمل دعاية لبلدنا كمهد الحضارة، كقلب العالم القديم، ونعمل سوء سمعة مطلقة للحرب اللي جارية بسوريا ولا معمل الذباحين. نحن في شيء ما بحياتنا شفناه، ذبح بالسكين نحن بس مرة فيه بكوابيسنا. هلا نحن دورنا انه ما نطلع من هون الا متفقين، متبادلين ارقام الهواتف تبعنا، متبادلين الايميلات تبعنا، نقدر نوقع بيانات مشتركه، نقدر نخبر بعضنا بالدقيقه نفسها، لحتى نحن كصوت ثالث من برا اللي متمتعين بهالحريه النسبيه كوننا في الخارج، انه نقدر نحن نتخاطب مع بعضنا، ناخذ قرار، نتصل بالداخل ونخلي هالداخل يتنفس ويوثق فينا. هلا هذا المطلب اللي بطلبه انا من المعارضه السوريه، يعني على مستوى انه نحن ابناء وطن علينا نعمل دعايته وعلينا نفضح اعدائه ونفضح شو عم يجرى كمعمل دباحين يلي بكره بيجوا على اوروبا. يعني بكفي 2 مجانين انهم يجوا يعملوا مشكله باوروبا لحتى يخربوا الحياه باوروبا. وين رايحين الاوروبيين بحالهم؟ بالنهايه ما في بس معامل السلاح بدها تعيش بالعالم، في كمان شعوب.
Il n'y a pas seulement la culture de l'économie et de l'économie de l'armement, il y a aussi une autre culture dans le monde civilisé qui parle d'hommes et qui parle de civilisation. Maintenant, je m'arrête à ça, mais je dois quand même faire un appel aux forces occidentales. Il a été beaucoup question de société civile. هلا بدي اطلب طلب من المجتمع الغربي. كثار حكيوا بالمجتمع المدني. هالمجتمع المدني بسوريا بحاجه لكم كلياتكم وبحاجه للمؤسسات الغربيه. La société civile en Syrie, pour qu'elle puisse bouger, elle a énormément besoin de levier. Elle a besoin déjà d'être soutenue, parce que si elle est brimée d'un côté ou de l'autre, elle doit être soutenue. C'est-à-dire, si le gouvernement met en prison l'un de mes amis, il faut que je puisse réclamer sa libération. Je connais, il y a énormément de jeunes qui travaillent, mais comme des malades, mais au risque et péril de leur vie, de leur liberté, et même de ceux de leurs parents, de leur famille, de leurs enfants. Donc, ils ont besoin qu'il y ait une forme d'organisation qui les protège. Ça, c'est aux Occidentaux, je laisse cette demande aux Occidentaux de la faire de façon à ce qu'il y ait peut-être une toute petite association ou un organisme, ou une branche dans un ministère, j'en sais rien, ce n'est pas mes affaires, mais qui s'appelle Solidarité avec le peuple syrien. Solidarité avec la société civile, parce que nous devons protéger les initiatives qui se font là-bas pour la survie des gens et aussi pour les guider, pour les aiguiller, parce que c'est un peuple qui s'est trouvé soudain en pleine tempête. Donc, نحن بحاجة لهالمؤسسات هي حتى إنها تحمي مبادرات المجتمع المدني وتوصل صوتهم لبرا وتعطيهم شوية خبرة، لأنه مجتمعنا السوري وجد نفسه في قلب العاصفة بدون ما يكون محضر لشيء. Voilà, j'ai tout dit. Merci. Alors, je vais me lever comme les autres. Je m'appelle Sami Mohamed, je suis docteur en automatique. Ça n'a rien à voir avec la politique, mais j'ai quand même une opinion. Je peux traduire en arabe si vous voulez après, mais je commence en français. Alors, avec une telle position des États-Unis, qu'est-ce que vous espérez de Genève 2 ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une telle position si les intérêts nationaux des États-Unis consistent à proliférer le chaos en Syrie? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et tous les pays qui les suivent, la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, ils ne vont pas cesser, ils vont les suivre, forcément. Donc, ce que je me dis, peut-être que comme la Russie l'a déjà fait avec les armes chimiques, l'histoire des armes chimiques, elle peut être un acteur, et c'est l'acteur, c'est le seul acteur en fait, en réalité. Si on demande aujourd'hui, moi Al-Qaïda ne me fait pas peur. Jabhat al-Nusra ne me fait pas peur. On sait s'en débarrasser. On a des armes pour s'en débarrasser, c'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est les Syriens qui sont dans le combat. Et si on leur demande aujourd'hui à ces Syriens, qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde dit, on veut le départ de Bachar al-Assad. Bon, même si on sait tous que ça ne va pas résoudre tout le problème, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Mais les gens, c'est ce qu'ils veulent. Je sais après, il y a un travail de fourmi. Mais si on leur offre cette victoire à ces Syriens qui participent au combat, et la Russie peut bien le faire, pas avec, comme disait M. Mana, pas forcément qu'on va s'en débarrasser complètement de M. al-Assad, mais au moins qu'on prenne une initiative, la Russie prenne une initiative, qu'il y ait un gouvernement qui a tout le pouvoir. Et M. Assad, il reste, mais de façon un peu formelle. Donc, on ne peut pas attendre les États-Unis parce qu'ils n'ont pas intérêt à le faire, c'est ce qu'ils disent, de toute façon. Donc, pourquoi on ne calme pas les esprits des combattants syriens avec une victoire quelconque? On peut appeler ça une victoire. Bon, donc ça va leur calmer les esprits. Après, on peut travailler. Le gouvernement peut travailler pour rassembler les Syriens, pour résoudre les problèmes. Alors,
nous, Madame, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, Madame Torkmani, elle parlait de la société civile. Moi, je pense qu'on n'a pas forcément le temps de préparer la société civile. Parce que la société civile, c'est un travail de formation longue et intense pour les faire comprendre les intérêts, tout ce qu'ils font aujourd'hui. J'ai mes sœurs, mes frères qui sont morts, je veux me venger, et c'est tout. Ça s'arrête ici. La plupart. Et la preuve, c'est qu'ils ne cessent pas de combattre, de s'entretuer. Donc on n'a pas forcément beaucoup de temps. Donc il faut jouer, à mon avis, de façon plus rapide. Donc, comme j'ai dit, offrir une victoire à ces combattants pour qu'ils cessent un peu le feu, pour permettre, nous, les politiciens, vous, en moi, vous, de travailler et d'organiser et de parler et de réfléchir. Voilà, ils sont sous ma main, ils sont en sécurité. Les Américains n'ont pas confiance, ils l'ont dit déjà, les Français l'ont déjà dit aussi. Donc, en fait, c'est pas forcément ça va nous donner un peu de temps pour réagir, mais ce n'est pas une solution durable. Ça ne va pas durer longtemps. Voilà, c'est ce que je pense. Et alors, juste une petite question aussi à la fin. Avec votre force de conviction, et j'en suis moi personnellement très convaincu, pourquoi vous n'avez pas réussi à convaincre l'opinion politique française, et en plus, pas seulement français, mais aussi européen, d'autant plus que le peuple européen est contre toute intervention militaire et pour la paix en Syrie. Voilà, je termine avec ça. Merci. Je traduis en arabe ou pas? Oui. Bon. اللي عم نقوله انه بهيك موقف للولايات المتحده الامريكيه شو بنتامل من جنيف 2؟ مع اني انا عم يقولوا انه من مصلحه